la vice-rectrice, monsieur le directeur, monsieur le ministre, monsieur le recteur, mesdames et messieurs, chers amis, pour vous remercier de votre générosité à mon égard, permettez-moi de faire ce matin l'éloge de votre pays et de votre génie tutélaire. Voici. Le premier, qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva autour de lui des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. C'est ainsi que Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, raconte au début l'origine des inégalités, mais aussi du droit et de la politique. Cependant, bon connaisseur de l'Antiquité romaine, il avait dû lire, sans doute, le récit célèbre de Rome fondée, où Tite-Live, dans son premier livre, met en scène Romulus, creusant à la charrue les limites de la ville bientôt éternelle. Ainsi clôturait-il un terrain. Non seulement le futur roi de Rome ne trouva autour de lui personne pour le croire, mais au contraire, intervint son jumeau, Rémus, qui, enjambant le sillon que venait de creuser son frère, lui fit ainsi comprendre qu'il était lui aussi bien propriétaire de la terre ainsi délimitée. Alors, comme vous le savez, Romulus tua Rémus, comme jadis Caïn avait assassiné Abel dans un autre récit d'origine. Le premier donc, qui ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi », déclencha la guerre de tous contre tous. S'éloignent à tout jamais et le droit et la politique. Le lieu sauvage de cette guerre est donc d'abord un lieu de non-droit. Ou mieux encore, ce lieu de non-droit créa à l'origine la guerre. Nous connaissons aujourd'hui 1000 exemples d'espaces difficiles à vivre que la maréchaussée elle-même n'y accède pas. Comme aujourd'hui, tel quartier ou telle banlieue de certaines grandes villes, la forêt était autrefois un lieu de non-droit. À l'ombre de ces halliers se réfugiaient alors toutes sortes de bandits de grand chemin, voleurs, assassins, gens de sacs et de cordes. Nul ne pouvait traverser ce bois sans être accompagné de fortes escortes. Or, un beau matin, passant par ces lieux réputés dangereux, je ne sais quel voyageur y rencontra, dit-on, cette même population d'assassins et de hors-la-loi, mais vêtue pour lors comme un uniforme d'un habit vert à capuche et dirigée, disciplinée même, par un personnage légendaire dit Robin des Bois. Que veut dire ce nom-là? Convenablement décodé, ce nom, qui paraît à beaucoup secret, dit tout d'un coup toute mon histoire. Car Robin des Bois, ces bois-là avouent précisément ces lieux de non-droit, mais aux surprises, le nom Robin désigne une figure vêtue de la robe du juge, le Robin, homme de robe ou magistrat. Robin des Bois, autrement dit, est par oxymore l'homme de droit dans un lieu de non-droit. Voilà donc une origine qui paraît authentique, celle du droit ou d'un droit dans un lieu de non-droit. Or, cette origine me paraît tout à fait identique que celle que je viens de citer en commençant, racontée tantôt par Tite-Live lui-même. Car les deux jumeaux que je viens de nommer
naquirent, souvenez-vous-en, d'une certaine Rhea Silvia, Vestale condamnée en défaut de chasteté et précisément nommée par la Sylve, Rhea Silvia, c'est-à-dire la forêt, où elle se réfugia sans doute pour échapper à la cruelle punition promise par la loi aux Vestales fautives. De plus, rappelez-vous-en, Romulus et Rémus, enfants, ont été la louve, animal sauvage rôdant avec sa meute parmi ces bois-là. Du coup, stipulé par le roi Numa, le successeur, le droit romain naquit plus tard sur ces lieux mêmes et contribua à les civiliser. Leçon. L'une légendaire, l'autre pseudo-historique et donc toutes deux mythiques, ce qui est bon signe. Ces deux histoires ne donnent aucune solution, aucune méthode pour écrire ou inventer un nouveau droit, mais elles assurent l'une et l'autre qu'un droit, dit par le Robin, qu'une politique, celle de la ville désormais fondée, naissent toujours d'un lieu de non-droit. Et qu'il ne peut s'importer, ce droit-là, d'un espace extérieur aux limites de ce lieu, d'abord sauvage, et que ce droit contribue à civiliser. Qu'en conclure pour notre temps? Existe-t-il aujourd'hui de nouveaux lieux de non-droit? Non point des lieux de violence usuelle, mêlant les malandrins et les rançonneurs comme autrefois, nous les connaissons depuis longtemps, mais une vraie nouveauté, des lieux réellement de maintenant. Je voudrais en passant souligner cet adverbe « maintenant ». L'Internet, dont ma vice-rectrice a évoqué l'existence tout à l'heure, l'Internet est un lieu de non-droit. Océan illimité où puiser toute information possible, où découvrir tout lieu introuvable, certes, mais espace aussi bien où peuvent agir des violents de toute espèce, publicitaires, pornographes, intégristes ou néo-nazis. Nous n'avons pas encore inventé de police pour chasser les corsaires sur cette mer-là. Naviguant sur ces parages, comme autrefois sur les réels, j'ai même souvent l'envie de m'écrier « Vive les pirates !» qui nous délivrent au moins en partie d'appropriations abusives. Mais la toile est surtout, pour moi, désormais, l'habitat d'élection de mon héroïne préférée, que j'ai appelée Petite Poucette. Petite Poucette, je la nomme ainsi, pour son habileté diabolique à écrire rapidement des textos avec 1 ou 2 pouces, à une vitesse telle que ma maladresse vieille ne saurait jamais la rattraper. Je me sers du numérique, elle vit dans le numérique. Or, tout justement, sa devise que je voudrais exprimer ce matin devant vous, sa devise, dis-je, explicite à jamais ce que signifie réellement cet adverbe de temps « maintenant ». Vous pensez, comme moi, que le mot « maintenant » désigne le présent. Maintenant signifie tenant en main, maintenant. Et donc la devise de Petite Poucette va être maintenant tenant en main le monde. Et oui, maintenant se définit par ce qu'on peut tenir en main, le mot même le dit, et ce qu'elle tient en main, Petite Poucette, c'est son téléphone cellulaire, muni pour l'essentiel des nouvelles technologies. Et tenant en main ce téléphone portable, Petite Poucette jouit de 3 accès majeurs. L'accès immédiat à toute personne possible, j'en reparlerai. Elle jouit aussi par le GPS de l'accès à n'importe quel lieu
qu'elle ne connaîtrait pas, et par Wikipédia et autres moteurs de recherche à toute information disponible. Personne, lieu, information, science, musique, divertissement, oui, il est vrai, Petite Poucette tient en main maintenant le monde. Question préoccupante et ouverte. Qui donc, jadis et naguère, pouvait prétendre à cette devise « Maintenant je tiens en main le monde » ? Qui pouvait prétendre à cette mainmise, à cette manipulation ? Des exemples. Auguste, peut-être empereur romain, aurait pu déclarer en effet qu'il tenait en main le monde. « Je suis maître de moi comme de l'univers », lui fait dire Pierre Corneille dans sa tragédie de Cinna. Qui encore ? Tel pape peut-être, tel tyran encore, ce stratège, ce général, un richissime banquier, un expert de haute science, bref, tel ou tel de ces aristocrates qui de tout temps prirent le pouvoir et le conservèrent à jamais. Mais qu'en est-il aujourd'hui de cette possibilité ? Qui aujourd'hui peut dire « maintenant tenant en main le monde » ? Réponse : 3,750 milliards de petites poussettes crient au moins en silence et virtuellement que maintenant elles tiennent en main le monde. Voilà une toute nouvelle donne, d'autant plus inattendue qu'elle a lieu précisément dans ce lieu de non-droit dont je viens de parler. Or, je viens de le dire, notre histoire passée, qu'elle soit vraie, qu'elle soit légendaire, qu'elle soit historique ou qu'elle soit mythique, je l'ai dit, nous montre que nous réglerons jamais un lieu de non-droit au moyen des outils disponibles dans l'espace commun du droit ancien et de la politique usuelle. Nous sommes donc invités, nous sommes peut-être même condamnés à inventer peut-être demain un droit inattendu, à construire peut-être une politique neuve dont l'extension, encore une fois nouvelle, devrait toucher ou partir d'eux ces millions et ces milliards de petites poussettes que je viens de compter et dont la plupart d'entre vous fait partie. À l'échelle de ces grands nombres, quelle démocratie pouvons-nous espérer ? Et là, j'évoque non seulement un contemporain, mais peut-être un opposé à Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, qui prétendait précisément que la démocratie ne peut s'instaurer que dans des espaces restreints ou des populations peu nombreuses, comme votre pays, la Suisse. Contre l'auteur de l'esprit des lois, pouvons-nous aujourd'hui rêver à une démocratie généralisée à l'immensité de ce nombre-là ? Les liens interpersonnels et collectifs établis par les réseaux nous le permettent. Mais j'y pense tout d'un coup. Un résultat célèbre de mathématiques statistiques, dite théorème du petit monde, énonce et démontre depuis quelque temps qu'en 7 appels, quiconque, je veux dire n'importe quel passant de la rue en face de l'université de Genève, quiconque, dis-je, peut toucher quiconque sur l'espace planétaire, c'est-à-dire n'importe quel passant à Sydney ou dans le Labrador. 7 appels. En 7 appels, on peut toucher quiconque. Mieux encore, depuis l'invention du numérique et la constitution de grands connecteurs comme les réseaux sociaux, le nombre de ces petits pas vient de tomber à 4. Petite Poucette a-t-elle chaussé d'abord des bottes de 7 lieues et aujourd'hui de 4 lieues ? Résultat, nos pratiques,
l'habitat virtuel de Petite Poucette montre que la planète à 7 milliards d'humains peut être aujourd'hui, et c'est démontrablement vrai, réduite à la dimension de votre pays. Petite Poucette tient donc bien en main le monde. Il peut, il doit, on peut espérer au moins utopiquement qu'il devienne une démocratie à l'encontre des idées de Montesquieu. Et maintenant, pour finir, je chante donc avec vous un monde utopique et rêvé, aussi doué de liberté que votre confédération helvétique. Merci. The Chancellor, distinguished academics, distinguished students, and distinguished guests, it's a great honor for me to receive the Doctorate Honoris Causa from the prestigious University of Geneva, an institution that has hosted a great number of illustrious scholars. I would like to thank the academic community of the university for having nominated me for this award. And in accepting this award, I'd like to recognize the role of women and their contribution to education. I feel very lonely here amongst these men. I'm particularly pleased with the choice of the theme for today's ceremony, the role of education in the promotion of human rights. I know firsthand the benefits of education as well as the effects that obstacles to this essential right can produce. I count the day I gained admission into school as my luckiest break. There were very few places, so the school was admitting girls of 10 to 14 years. First, I was 6 years old. But as hundreds of frantic parents mobbed the school principal, she turned quietly to my waiting mother and selected me. 2 years later, my emboldened mother had my younger sister admitted by pretending that my birth certificate was hers, and this subterfuge was discovered a few years later when we both landed in the same school. I was 16 when I wrote an essay which dealt with the role of South African women in educating children on human rights. When the essay was published, my community raised funds in order to send me, a penniless young woman, to university. Despite their efforts and my determination, I almost didn't achieve my dream of becoming a lawyer. When I entered university during the apartheid regime, everything was segregated. I remember well how the registrar of the university sought to discourage me from becoming a lawyer, arguing that I could not expect white secretaries to take instructions from a person of my background. Still, I persevered. After my graduation, I sought an internship, which was mandatory under the law before you can become a lawyer. But then, as a woman of color, I had to fight against layers of discrimination and entrenched barriers, both institutional and social. Finally, it was a black lawyer who agreed to take me on board as an article clerk, but only after making me promise that I would not become pregnant. Ultimately, when I started a law practice of my own, it was not out of choice, but because law firms would not employ a woman of color as a lawyer. In the end, because of the encouragement I received on the one hand
and the obstacles I faced on the other, whether because of my color, gender, or class, I became all the more determined to succeed. And by then, the education I had received helped me to make the most of that determination. I had learned from an early age that there was injustice and discrimination. I also learned quite early that through awareness, perseverance, and community mobilization and support, injustice can be overcome. It is therefore personal experience as much as normative conviction that prompts me to reaffirm that education is an indispensable instrument for achieving so many other rights, whether civil, cultural, economic, political, or social. It is also a right in itself. Education is a human right, and therefore I welcome the statements made today by the student leaders on behalf of the student body, asserting their right to be part of the decision making and to participate in their education in all aspects. The value of education is clear at many levels. As a key factor in social mobility, a relevant variable for accessing qualified jobs, a condition for the robust functioning of democratic institutions, and a dominant in health and nutrition. And of course, you need education to reach the global democracy we just are all hoping for. It is no coincidence that the significant advances in gender equality in many countries over the course of the 20th century went hand in hand with the recognition at the international level of the right to education for all. It is by now axiomatic that investing in girls' education is a way to improve the realization of their human rights, and also one of the most effective approaches to enhancing equality, to reducing poverty, and contributing to the well-being and betterment of communities and ultimately nations. Of course, none of this is possible unless men are also educated and aware of the intellectual and economic potential of women, of their sisters, daughters, and female colleagues. Nowadays, we can celebrate the fact that, at least in principle and in law, education has become universally accepted as a fundamental human right. The right to education, which includes higher education, is recognized as such in national constitutions as well as regional and international instruments. The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights provides the most comprehensive articulation of the substantive contents of the right to education for all. Its normative framework finds a powerful echo in the Convention on the Rights of the Child. United Nations experts have identified 4 interrelated and essential features of the right to education. These are availability, that is, sufficient human, budgetary, and material resources, including trained teachers, schools, teaching materials, and other necessary facilities. Accessibility, that is, physical, economic, and non-discriminatory access. Acceptability, that is, the content of education and teaching methods are relevant, culturally appropriate, and of quality. And fourthly, adaptability to the needs of changing societies and students, especially those suffering disadvantages within their diverse social and cultural settings. When considering the appropriate application of these interrelated and essential features, the best interests of the student must be a primary consideration.
Despite this very clear articulation of the content of the right to education and its global endorsement, a large part of the world's population still remains excluded from enjoying it. According to UNESCO, the 21st century has seen remarkable progress in education worldwide, and much of it in some of the world's poorest countries. From 1999 to 2008, an additional 52 million children enrolled in primary school. The number of children out of school was more than halved in South and West Asia, and in sub-Saharan Africa, enrollment ratios rose by almost 1/3. Gender disparities in primary and secondary school enrollments are narrowing, and enrollment in higher education has risen sharply. However, 67 million children of primary school age remain out of school, 53% of whom are girls, and almost 43% of whom are in sub-Saharan Africa. Enrollment rates are being eroded by dropout rates, particularly in countries affected by armed conflict, which host over 40% of out-of-school children. Even when access is ensured, there are significant disparities in the quality of education, both in developing and developed countries. Overcrowded classrooms, lack of textbooks, and qualified teachers are common challenges. Gender disparities continue to hamper progress in education. These difficulties can only be overcome by a firm political commitment to improve the quality of education, as well as specific action to reach marginalized and excluded groups, notably people belonging to indigenous and minority communities and people with disabilities. Education is not neutral. It is a process which necessarily conveys values, not only in terms of content, but also through the way in which the educational processes and learning environments are managed. Indeed, human rights constitute a unique and indispensable set of values which allow learners to fully develop their personality and talents, to make informed choices in life, to undertake critical analysis, and address problems with solutions consistent with human rights principles, to resolve conflict in a non-violent manner, to reject discrimination, and to participate responsibly in their communities and society at large. Accordingly, human rights education is an indispensable component of education, including higher education. By infusing human rights throughout the education program in curricula and textbooks, policies, the training of teaching personnel, pedagogical methods, and the overall learning environment, comprehensive human rights education also helps the educational system to fulfill its fundamental mission to secure quality education for all. By promoting learner-centered and participatory teaching and learning practices and processes, human rights education improves the quality of learning achievements. By creating a rights-based learning environment that is inclusive, safe, and welcoming, and that fosters real opportunities, diversity, and non-discrimination, it increases access to and participation in education. And by supporting the social and emotional development of learners, and by promoting democratic citizenship and human rights values, it contributes to social cohesion and conflict prevention. The ongoing World Programme for Human Rights Education, proclaimed
by all United Nations member states in 2004 in order to advance the implementation of human rights education programs in all sectors, is particularly focusing in the period 2012-2014 on encouraging the implementation of human rights education in higher education. Through their core functions, research, teaching, and service to the community, higher education institutions have the social responsibility to effectively educate learners and to generate global knowledge to meet current human rights challenges such as eradication of poverty and discrimination, post-conflict reconstruction, sustainable development, and multicultural understanding. I would like to take this opportunity to urge all of you, members of the academic community, to be active agents in the promotion and protection of human rights within and beyond your respective functions, to channel the power of education into the cause of human rights, to ensure that every educator is a human rights defender and every education institution a zone of tolerance and dignity. This is our common responsibility. Its achievement will depend entirely on the contribution that each and every one of us is willing to make. In conclusion, and to sum up today's reflection, I would like to quote one illustrious citizen of Geneva who 300 years ago wrote about education. Despite some anachronisms very much mirroring his times, his writings are still very relevant. In his Emile, Jean-Jacques Rousseau said, I quote, "We are born weak, we need strength, helpless, we need aid, foolish, we need reason, and that we lack at birth, all that we need when we come to man's estate is the gift of education." Yet, the right to education remains under risk in many parts of the world, as we saw recently in the attempted killing of a 14-year-old schoolgirl, Malala Yousafzai, in the Swat region of Pakistan. She began speaking out openly a few years ago about the need for girls' education. The Taliban movement, which opposes girls' education, claimed responsibility for shooting her and other schoolgirls. I hope that all of us who have had the benefit of education and all charged with the trusted vocation of the educator will join forces and speak up for those who are otherwise likely to be left behind. Chancellor, I gratefully and very humbly accept this honorary doctorate which you have so kindly awarded me.